président de la République Alassane Ouattara de retour à Abidjan après une tournée dans l'Ouest ivoirien. Hier 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée aujourd'hui. Concernant la Guinée, au moins 2 morts dans de nouvelles violences à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Pour commencer, tout d'abord, la fin de la tournée du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkoui. Le chef de l'État qui a regagné Abidjan cet après-midi après un périple de 4 jours, périple qu'il a mené à Mans, Biankouman, Zouaounien et à Danané. À chaque étape, le chef de l'État a promis une amélioration du quotidien des populations. Le chef de l'État qui, avant de quitter le district des montagnes, a fait le point de sa visite. Laetitia Manglé. Après 4 jours passés à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse ont regagné Abidjan ce samedi après-midi. Il s'est agi pour le premier des Ivoiriens de faire du corps à corps avec les populations de Mans, Zouaounien, Biankouma et Danané. Le président de la République veut ainsi rester au contact des populations afin de mieux apprécier leurs préoccupations et être en mesure de vérifier l'évolution des travaux de développement entrepris dans la région du Tonkoui. À cet effet, un conseil des ministres s'est tenu le jeudi 2 mai dernier à la préfecture de Mans, à l'issue duquel plusieurs grandes réformes ont été engagées, notamment la décentralisation tous les 2 mois du conseil des ministres. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a pour sa part remis entre autres des chèques d'une valeur de 30 millions de francs CFA à 300 femmes rurales venues de Mans et des environs. À son départ de Mans, le président de la République était face à la presse pour faire le bilan de sa visite au pied des 18 montagnes. Nous avons au cours de cette période d'1 an, 18 mois, constaté de très belles réalisations en matière de voirie, d'approvisionnement. La ville de Mans en eau, ce qui est quand même important, la réhabilitation du réseau électrique, la rénovation et l'équipement de certains hôpitaux, la rénovation et la construction de nombreuses salles de classe, la couverture de tout l'Ouest donc par les médias d'État. C'est une promesse qui avait été faite. Tout cela, nous avons pu le réaliser à partir du programme présidentiel d'urgence, le PPU, qui a permis de dépenser 13 milliards en 2011 et 2012 dans le district des montagnes, 4 milliards en 2011 et 9 milliards en 2012. Une visite d'État précédée d'un conseil de gouvernement est prévue à Korogo dans la région des Savanes début juillet. Le chef de l'État de retour donc à Abidjan et la prochaine visite d'État du président de la République est prévue pour le mois de juillet. Ce sera une tournée dans la région des Savanes. Nous évoquons à présent la journée mondiale de la liberté de la presse. C'était hier, vendredi 3 mai. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu aujourd'hui. Au menu, une procession et une conférence débat. On reste avec Laetitia Manglé. Plus de 500 journalistes étaient dans les rues du plateau ce samedi matin. Ils ont abandonné plumes, micros et caméras le temps d'une procession. Les journalistes célèbrent ainsi la liberté d'expression entre les lignes et sur les écrans de la presse ivoirienne. Le journaliste est libre d'exercer son métier, mais il a la responsabilité de respecter autrui. Il ne doit pas, dans la quête de nuire à une personnalité, raconter des faits qu'il n'a pas vécu. Mieux faire le travail, il faut être libre dans son pensée, il faut être libre physiquement. Il ne faut pas qu'on presse ou on force l'élément de la presse. Plusieurs figures emblématiques des médias ivoiriens n'ont pas manqué à l'appel. Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a fait au cours de cette marche l'état des lieux des conditions de travail du journaliste ivoirien. Au moment où je vous parle, il n'y a plus de journalistes en prison parce que le dernier qui était incarcéré a été libéré hier. Il y a toujours une liberté à conquérir. Mais si nous n'étions pas libres, nous n'aurons pas pu organiser cette manifestation par exemple. Donc je pense que la liberté de la presse n'est pas totalement achevée, mais je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Au nom du gouvernement ivoirien, Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, a exhorté les journalistes à prendre conscience de leurs responsabilités, celle de donner l'information juste et vraie. Pour vous, les professionnels des médias, il s'agit d'un défi. Défi de faire face avec courage et abnégation à toutes les menaces, toutes les difficultés, tous les périls pour faire connaître les faits et les opinions des citoyens.
Défi d'aller au-delà de la censure et de l'autocensure, si tant est que l'on respecte les règles d'éthique et de déontologie du journalisme. La 20e journée de la liberté de la presse a été célébrée en Côte d'Ivoire sous le thème « Liberté de la presse et responsabilité du journaliste ». Plusieurs conférences débats sur la question ont eu lieu à la Maison de la Presse. Et le secteur d'éthique qui subit des réformes, 3 nouvelles structures sont créées après dissolution de la TCI. Il s'agit de l'autorité de régulation des télécoms, de l'Agence nationale du service universel des télécoms et de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Des réformes impulsées par l'ordonnance 2012 relative aux télécoms et aux technologies de l'information et de la communication. Hamza Diaby. Les difficultés du secteur ivoirien des télécoms et des TIC en voie de résolution. Le conflit des compétences jadis existant entre les anciennes structures de régulation du milieu fait aujourd'hui place à de nouvelles réglementations. L'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, est créée. C'est désormais le seul cadre institutionnel de gestion du secteur. Afin de mieux informer les populations sur le nouvel outil à leur disposition, le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a échangé avec magistrats, bâtonniers, avocats, opérateurs et associations de consommateurs. Cette ordonnance permet désormais d'encadrer, de réglementer les services et non plus les technologies. Cette ordonnance permet de mieux libéraliser le secteur. Cette ordonnance permet d'encadrer l'offre des services à la population. Une tribune d'information et de débat encouragée par les participants. On a vu dans les journaux la dissolution de la TCI, on ne comprenait pas bien, mais grâce au texte aujourd'hui, on maîtrise un peu où est-ce que va le domaine des télécommunications et qu'est-ce que l'État prend comme disposition pour permettre aux usagers que nous sommes d'avoir de bonnes relations avec les opérateurs. Il était important de vulgariser ce texte, que les opérateurs, les acteurs du secteur et les consommateurs soient éclairés sur ce texte. La RTCI est donc conçue sous la forme d'une autorité administrative indépendante. Elle s'intéressera également aux litiges relatifs au secteur des télécoms éthiques, notamment les plaintes des consommateurs. La RTCI sera fonctionnelle d'ici 1 mois. Économie, à présent, le document stratégique sur la relance économique en Côte d'Ivoire, élaboré par le groupe de travail de la Banque africaine de développement, FMPRED. Ce document, qui devra accompagner le PND 2013-2017, a été réceptionné par le ministère du Plan et du Développement. Franck Kouadio. Les choses se mettent en place avant son retour définitif en terre ivoirienne. La Banque africaine de développement BAD déroule sa stratégie pour la relance économique de la Côte d'Ivoire. Déjà, un document qui annonce les premiers jets présentés au directeur de cabinet du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Il était bon pour la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement de convenir d'un document commun de stratégie d'intervention, et c'est l'élaboration de ce document qui a commencé après les annonces faites par la Banque africaine de développement lors du groupe consultatif. Cette mission également vient confirmer l'engagement de la Banque à apporter tous les soutiens qu'elle se doit à un pays, la Côte d'Ivoire, qui se trouve au cœur du dispositif de l'intégration africaine régionale. Seront privilégiés les investissements entrant dans le cadre du Plan national de développement PND. Depuis 2012, il faut dire que le PND est devenu le cadre institutionnel. Aucune aide ne peut venir dans un ministère, dans un département, sans passer par ce cadre-là. Le document stratégique pays élaboré par la BAD entre dans sa phase active dès septembre 2013 et 2017 est prévu pour sa finalisation. On parle religion avec cette cérémonie d'action de grâce, une fête de moisson organisée par l'église apostolique et prophétique de Yopougon. Michel Mambo nous en dit plus. Des vivres, des non-vivres et une enveloppe de 400 000 francs CFA. La famille Sagesse de l'église apostolique et prophétique, citée des témoignages de Yopougon, exprime ainsi sa reconnaissance à Dieu pour toutes les grâces reçues cette année. Nous avons apporté beaucoup de choses. D'abord, c'est l'union.
l'union dans le cœur des hommes, l'union et l'amour. C'est ça l'Église. C'est ça la sagesse de Dieu. Et si nous sommes de la famille sagesse, nous devons démontrer cette sagesse au vu de tout le monde. Une action de grâce relayée par la chorale Divine Grâce d'Atingué, invité spécial à cette cérémonie. Pour le révérend Kenneth, fondateur de l'église, l'action de grâce est une source de bénédiction. La Bible dit, envoyez ta dîme et ma maison, qu'il y a de nourriture dans ma maison. Mets-moi à l'épreuve, comme tu as apporté les nourritures dans la maison de l'Éternel, pour que ceux qui n'ont pas vont manger. Dieu totalement béni ta maison, il fait que tu ne peux pas manquer de nourriture. L'église apostolique et prophétique, cité des témoignages de Yopougon, est divisée en 7 grandes familles, parmi lesquelles la famille Sagesse, initiatrice de cette cérémonie. Des nouvelles de l'étranger, chaude journée en Guinée, au moins 2 morts dans de nouvelles violences à Conakry. Hier vendredi, les militants de l'opposition ont encore battu le pavé pour dénoncer les conditions d'organisation des législatives du 30 juin prochain. Selon 10 sources hospitalières, au moins 2 personnes ont été tuées par balle vendredi à Conakry. De nouveaux affrontements ont mis face à face des opposants guinéens et les forces de l'ordre. Un leader de l'opposition fait état de ratissage des quartiers et de scènes de vengeance contre des civils proches de l'opposition. Ces violences font suite à plusieurs manifestations contre un décret fixant au 30 juin la date des législatives. Direction l'Afrique centrale où Bangui vient d'obtenir sa feuille de route hier vendredi lors du sommet de Brazzaville. Elle a été validée par les pays de la sous-région. Ces derniers ont plaidé pour le financement des opérations électorales en Centrafrique. Sommet extraordinaire à Brazzaville, l'Afrique centrale de nouveau au chevet de la Centrafrique. Seul le président sud-africain a fait le déplacement. Il faut dire que Jacob Zuma a perdu 14 militaires à Bangui pendant le putsch. Le président congolais, en tant que médiateur, rentre rapidement dans le vif du sujet. Comment financer la transition centrafricaine et le processus électoral? Discussion à huis clos avec le groupe de contact international. À la sortie, un texte baptisé « L'appel de Brazzaville ». Un appel aux dons pour financer un fonds spécial dédié à la Centrafrique. Reste à convaincre les donateurs régionaux et internationaux de mettre la main à la poche. Autre défi de taille, la sécurité. La FOMAC, la force militaire déployée en Centrafrique, doit être quadruplée. Mais avec quel argent et quand? Des questions pas encore tranchées. Et pourtant, il y a urgence. Le groupe de contact s'inquiète de la violence et des pillages qui se poursuivent à Bangui. La situation ne cesse de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir des rebelles Séléka. Leur chef, Michel Djotodia, autoproclamé président de la transition, peine à contrôler ses hommes et le pays. Sommé par l'ONU de ramener la paix et la stabilité, il semble naviguer à vue. Lors de sa dernière conférence de presse, il a défendu la liberté d'opinion. Un discours pour le moins décalé, alors que ses troupes multiplient les accrochages avec la population. Et à propos de la République centrafricaine, on apprend que le parquet de Bangui vient d'ouvrir une enquête pour violation des droits de l'homme à l'encontre du président déchu, François Bozizé. La situation au Sahel et surtout au Mali, le Maroc exprime sa grande préoccupation sur la situation humanitaire dans la zone. Le pays appelle à la mobilisation de la communauté internationale. Visite au Maroc de l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sahel, Stéphane O'Brien. Au menu des discussions, la sécurité au Sahel et au Mali en particulier, une occasion pour Rabat et Londres de saluer les progrès réalisés par l'opération française Serval, l'engagement des forces africaines et l'implication de l'ONU. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce sera donc tout pour ce soir. Merci à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs.